Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Émission spéciale ce soir à 4 jours du premier tour des élections régionales et départementales. France 3 réunit quelques-uns des journalistes politiques les plus avisés de notre région. Sur ce plateau, Jean-Pierre Tenoux, journaliste à l'Est républicain, correspondant du Monde dans la région. Benoît Montagioni du journal de Saône-et-Loire, Franck Morales de Lyon Républicaine et Catherine Mziri de France 3 Franche-Comté. Bonsoir, merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Je suis vraiment ravi qu'on soit tous ensemble ce soir. On va décrypter les enjeux de ce double scrutin dans notre région. Et d'abord, j'aimerais avoir votre sentiment aux uns et aux autres sur le contexte. Les élections ont été reportées, la France sort progressivement du confinement. Franck, les Français, vos lecteurs, ont-ils la tête à aller voter ? Je pense que ma réponse ça va être rapide, synthétique. J'ai pas l'impression. On a fait beaucoup, vous avez fait beaucoup, on a tous fait beaucoup sur ces élections. Elles nous ont parfois passionnés, parfois ennuyés. Il y a eu des polémiques, mais on a l'impression que les Français ne sont pas du tout intéressés par cela, que ce soit le niveau régional ou le niveau départemental. Davantage en plus. Mais aujourd'hui, il y a le beau temps, il y a l'euro qui a commencé, il y a l'assouplissement des contraintes sanitaires qu'on a connues depuis de longs mois. Et clairement, les Bourguignons, les Francs-Comtois, et de manière générale les Français, ont la tête ailleurs et pas forcément à ce scrutin qui arrive dès ce week-end. Benoît Montagioni, même constat ? Oui, moi d'habitude, à quelques jours des élections, quelles que soient les élections, j'ai ma maman qui me demande alors tu vas voter pour qui ? Là, elle m'a demandé si je m'étais fait vacciner, si j'avais bien pris mon rendez-vous pour la vaccination. Et elle m'a demandé, quand je l'ai un peu branché sur les élections, qui se présente et c'est quoi les élections. Ils savent qu'il y a des élections. Qui sont les candidats, ce que font les régions, ce que font les départements. Alors, il y a des gens qui vont aller voter parce qu'ils sont toujours allés voter. Mais on sent que l'intérêt, on sent que l'envie, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et comment vous l'expliquez ? Comment on l'explique ? Il y a cette année Covid, on a encore un peu la tête dedans, il y a un rejet général de tout ce qui est politique, de près ou de loin, il y a des soucis quotidiens, alors il y a le Covid et tout ce qu'il y a eu derrière, et puis oui, on pense à la vaccination, on pense à est-ce que je vais retourner en télétravail, est-ce que je vais retourner en présentiel, mais des élections avec des gens que souvent on ne connaît pas, qui parfois pour les départementales n'ont pas des étiquettes claires et des projets... qui paraissent un peu techno parce que c'est notre quotidien, mais c'est des choses pas très sexy. Ça fait que les gens, c'est pas une présidentielle et c'est pas les municipales. Catherine ? Alors même, on n'a pas la même maman, mais c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que on a tous, il faut le dire, on a tous notre personne test dans notre entourage qui est souvent très pertinente pour... Voilà, elle m'a dit, je savais que Marie-Guide se représentait. Mais alors, pour les régionales, Marie-Guide Dufay, du coup. Pour les régionales, mais alors les départementales... Faudra que tu me dises ce qui se passe sur mon canton. Elle ne sait même pas d'ailleurs son canton. Non, les gens nous demandent, d'habitude, quand on les croise dans la rue, ils nous demandent, alors, comment ça va se passer ? Vous avez un pronostic, machin, etc. Là, c'est le calme plat. Ils ne nous demandent pas les heures d'ouverture des bureaux de vote, mais les heures d'ouverture des bars et des restaurants. Oui, ça va bien rouvrir, le couvre-feu, ça va être jusqu'à quand, etc. Comme si on était très, très proche de Jean Castex, ce qui n'est pas le cas. Donc, plus de couvre-feu, peut-être plus de masques non plus. Et c'est ça qui leur est vraiment important. Et puis, dernière petite chose, nous qui sommes service public France 3 et qui nous avons un certain nombre de devoirs d'équité, d'égalité entre les candidats. On se fait régulièrement en guirlandais, voilà, on va dire en guirlandais, et là aussi, calme plat. Des fois, c'est vrai qu'il y a moins de coups de fil. Il faut le reconnaître, il y a moins de coups de fil pour se plaindre. Voilà, incendiaires, des mots d'oiseaux, etc. Il y a pas grand-chose. Des fois, je me demande même si les candidats eux-mêmes sont intéressés par leur scrutin. Est-ce que vous pensez que les candidats sont intéressés par ce scrutin, Jean-Pierre Tenoux ? Je pense qu'ils sont intéressés par le résultat du scrutin. Après, beaucoup donnent l'impression de s'ennuyer dans leur propre campagne. C'est assez significatif. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi, je suis très étonné. Les campagnes précédentes, il y avait toujours des coups de fil, pas des protestations forcément, mais des propositions. Et là, à part, j'allais dire, un aspect formel, l'envoi de communiqués ou d'annoncer une réunion, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, y compris de leur côté. Ils font leur campagne, mais je veux dire, c'est comme s'ils la gommaient eux-mêmes. Alors après, il est clair que ce n'est pas une campagne normale.
Il n'y a pas de meeting tel qu'on le faisait d'habitude. Mais justement, je pensais qu'on allait plus les trouver d'une autre manière. Et je constate que non, c'est très étonnant. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous iriez jusque-là sur la manière dont ça se passe? Je suis pas du tout déçu parce que, comment dirais-je, j'y mets pas tous mes espoirs et tout mon enthousiasme personnel matin, midi et soir. Non, et puis de toute façon, on est sur un constat qui date quand même d'un certain temps parce que la Covid, on en a tous parlé, ça a accentué les choses. Mais il y avait quand même un désintérêt croissant pour la politique avant, des taux d'abstention qui étaient quand même élevés avant. La pandémie a été un accélérateur, mais on est sur une pente où il y a moins de comment je pourrais dire ça, de citoyenneté, plus de sentiments consuméristes, plus d'individualisme, on n'est plus à l'époque des grands débats, y compris familiaux, quand les gens parlaient de politique à table. Enfin, je ne dis pas que ça ne se produit pas dans une famille ultra militante, mais dans les foyers normaux, je n'ai pas l'impression que ce soit encore très pratiqué. Franck? Il y a clairement un désenchantement du côté des électeurs et il y a un désenchantement du côté des candidats. Il y a un choc des cultures aussi. On voit bien que nos vieux candidats passaient au numérique, se montrer, faire campagne sur les réseaux sociaux, ça les dépasse, ça les ennuie. Ils partent du principe que leur place n'est pas là. Du coup, ça effectivement accélère, comme disait Jean-Pierre, ça accélère un processus et ça interroge sur les prochaines consultations. On parle des régionales et départementales cette année. Il y aura les présidentielles. Chaque jour suffit sa peine. Hein. Chaque jour suffit sa peine. On voit que il y a une vraie inquiétude là-dessus, et un vrai désenchantement. Alors, Benoît en a parlé tout à l'heure, donc des étiquettes politiques un peu floues, etc. Donc on s'enguirlande plus en famille quand on parle politique. C'est vrai que c'est un peu tristounet. Mais c'est vrai aussi, moi, ce que j'ai remarqué, notamment pour les départementales, que le nombre de candidats sans étiquette politique, c'est là où on a reçu le plus de coups de fil. C'était je ne suis plus dans tel ou tel parti, mais Ils sont tous sans étiquette. Alors ça, chez nous, c'est un peu difficile d'être sans étiquette parce qu'il faut quand même qu'on classe les gens. C'est des consignes du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, etc. Mais si on les écoutait, ils seraient tous apolitiques, quoi. Et il n'y a qu'une étiquette qui, à mon avis, qui leur conviendrait, c'est peut-être l'extrême centre. C'est la seule qu'on n'a pas sur la palette, mais c'est ça. Et c'est vrai que dans les départementales, pour ce qui concerne donc la Franche-Comté, on a 60% de candidats qui sont encore encartés dans un parti politique et 40% de divers quelque chose. Et je n'ai jamais vu un tel pourcentage. Justement. Alors, pendant cette émission, je vais me faire le relais de quelques-unes des questions que vous nous avez envoyées, vous, téléspectateurs, depuis quelques jours sur notre site internet. Géraldine nous fait cette réflexion. On a le sentiment, nous dit-elle, que les gens s'en fichent complètement, qu'ils ont la tête ailleurs. Comment faire pour les intéresser à ce scrutin ? Benoît, vous voulez répondre ? C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Mission impossible ou... Mission compliquée. Est-ce qu'il faut aller dans le sang, les larmes et la polémique pour rendre ça un peu sexy ? Je suis pas certain. Ça s'est un peu fait dans cette campagne malgré nous. On y reviendra, ouais. Est-ce qu'il faut être pédagogique et jouer au professeur et faire des leçons d'instruction civique ? Je suis pas certain que ça soit totalement notre rôle. Il faut qu'on le fasse aussi, mais on n'est pas là pour donner des leçons aux gens, on est là pour leur donner des clés. C'est difficile de parler de politique en étant fun. C'est difficile d'être fun. Et pourtant, les en compétences des du collectivités fond. concernées, c'est la vie quotidienne des gens. C'est ça, oui, mais une fois que vous leur avez dit votre TER, vos lycées, c'est la région, vos collèges, vos routes, c'est le département, les gens ont envie de vous dire, mais est-ce que, et on en revient aux étiquettes, est-ce que faut être de droite ou de gauche pour servir le self dans le collège ? Et puis il y a aussi les militants. On parlait des étiquettes chez les candidats, mais il n'y a plus de militants dans les partis politiques. On connaît quasiment tous leurs noms aux militants, aux couleurs d'affiches, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de partis politiques. Il reste les quelques grands noms, mais sur le terrain, les militants... Vous prenez La République En Marche, moi je vis à Chalon-sur-Saône, les 4 militants de La République En Marche, je les connais. Vous en avez vite fait le tour en fait. Mais c'est ça, il n'y a plus de militants. Alors il y a encore des gens qui ont des sensibilités de gauche, de droite, qui aiment le président de la République et son action, qui veulent aller vers Marine Le Pen, mais des militants, des gens qui sont prêts à s'engager pour un parti, qui sont prêts à aller coller des affiches à 5h du matin, il n'y en a plus. Alors, on va voir je suis pas d'accord avec Benoît, c'est que les médias doivent aussi faire de la pédagogie. Et c'est là où ça me semble vraiment important, c'est que
vous dites Non, apporter il a des dit, clés. il a Oui, dit apporter des de ne clés. pas faire l'instruction civique et jouer au professeur. Mais Non, mais Mais on doit le faire, mais comment réussir à intéresser la marge Oui, mais- est étroite, hein. Oui. Jean-Pierre. Oui, mais là, il faut aussi regarder ce que sont les collectivités en question. Le conseil régional est une collectivité qui fait de la gestion, d'administration et qui n'a aucun contact avec le public. D'accord, ça impacte les lycées, ça impacte les citoyens, mais très souvent, pour bénéficier d'une politique, les gens vont à un guichet de proximité. Leur mairie ou autre, parce que ce sont des politiques croisées, parce que ce sont des politiques contractualisées. Et le conseil départemental, qui était plus lisible, probablement pour les gens historiquement, parce que c'était avec À la l'époque réforme. où c'était le Conseil général. Voilà, et depuis la réforme, avec ces nouveaux cantons, cette réforme qui fait que les gens ont une perception d'abord géographique moindre, ont une perception de leurs élus probablement moindre, surtout en milieu urbain. Je veux dire, on complexifie, on rend plus administratif les collectivités et on s'étonne que le public ne se passionne pas pour des règles du jeu. Alors, est-ce à nous de les enseigner ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais que une majorité des gens ne connaissent pas. Est-ce qu'on s'oriente vers une abstention record, selon vous? On va voir les chiffres des derniers scrutins majeurs en Bourgogne-Franche-Comté. Il y avait quasiment 50% d'abstention aux dernières régionales. À la présidentielle, évidemment, beaucoup moins. Et puis, à Européenne 2019, les européennes, ça vote traditionnellement peu. Et puis, les municipales période Covid, pareil, au-delà de 50% d'abstention. Franck, vous l'imaginez à quel niveau l'abstention dimanche? C'est difficile à mesurer comme cela. Si on table sur l'intérêt qu'ont porté nos lecteurs, nos téléspectateurs à cette campagne, on est en crainte et en droit de penser que ça va se traduire par une très faible participation dimanche dans les urnes, avec une difficulté supplémentaire. C'est la première fois qu'on va demander à des électeurs de voter à la fois pour les départementales, puis pour les régionales. C'est pas simple. Il y en a beaucoup qui sont largués, qui sont paumés. Ça va être le bazar dans les bureaux de vote. Nous-mêmes, une couverture sur un même week-end d'un double niveau d'élection, ça risque d'être pas simple. Et puis, si je répercute un petit peu, les préfectures aujourd'hui se font pas mal de mourons pour la transmission des résultats. Et au sein de toutes les mairies, le dépouillement pour les départementales d'un côté, pour les régionales. Donc, tous les éléments, tous les ingrédients sont quand même réunis pour qu'on ait une forte abstention ce week-end. Allez, Benoît, et puis après, on avance dans le détail des départementales et des régionales. Souvenez-vous sur l'abstention du deuxième tour des municipales qui était fin juin de l'an passé. Là, sur le front du Covid, ça allait beaucoup mieux à la fin juin. On commençait enfin à respirer, on avait moins peur. Les chiffres de la participation, alors que les Français adorent habituellement l'élection de leur Après, il maire. restait souvent que les grandes villes. Comme c'était un deuxième tour. Oui, il restait les grandes villes, mais c'était pas. Il y a eu beaucoup plus d'abstention que pour un second tour normal. Alors que c'était pas la peur du Covid, c'était une espèce. Il y avait une espèce de désintérêt de dire. Oh, ça m'intéresse plus votre truc, on a d'autres problèmes en ce moment, et ça on le sent vraiment, c'est que oui, c'est vos élections, on nous dit vos élections, peut-être, oui c'est qui les candidats, il se passe quoi, mais on sent que vraiment la politique, c'est ce que disait Jean-Pierre, il y a un désintérêt de la chose politique qui est net. Est-ce qu'il n'y a pas une France qui est en train complètement de s'éloigner à la fois des questions politiques et des médias qui relaient ces questions politiques? Est-ce que là, il n'y a pas une fracture qui est de plus en plus nette? Mais il s'éloigne, ces Français, de tout ce qui est institution, de toute façon, quelle qu'elle soit. Moi, ce que je voulais ajouter par rapport, il y a une dépolitisation. Quand vous voyez que dans les départements, il y a des gens qui étaient élus de gauche et qui partent avec la droite en cours de mandat ou dans l'autre sens, il y a ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à identifier. Et puis aussi, il y a un problème par rapport au non-cumul. Avant, on avait un président de conseil général qui était sénateur, qui était député, etc. C'était le notable du coin, et on savait qui c'était. Maintenant, c'est beaucoup plus anonyme parce qu'il n'y a pas adossé à cette fonction des mandats nationaux. Alors justement, on va attaquer avec les départementales. Est-ce que vous avez l'impression, les uns les autres, que c'est devenu un scrutin de seconde zone, on va dire, de seconde division, avec en plus l'amplification du fait qu'on vote à la fois pour les régionales, qui ont beaucoup plus d'impact médiatique? Franck ? Clairement. Je vais même aller au-delà. Moi qui adore la politique,
j'ai eu quand même une fâcheuse tendance à me désintéresser des départementales. Vous voulez que je vous c'est dise, pas on bon, est c'est plusieurs pas bon. sur ce plateau. Je devrais pas le dire. Et puis j'ai des élus qui me l'ont dit cette semaine en disant, en gros, à Lyon Rep, vous n'avez pas, sur les départementales, vous êtes passé un peu à côté. Bon, j'ai presque envie de lui répondre, mais tout le monde passe à côté. Même les candidats, en fait, parfois. c'est propre, et ça pose la question de ce département aujourd'hui, qui est devenu surtout un comptoir, un bureau qui est là pour gérer le social. Alors, le social est extrêmement important, mais le département de Lyon, c'est 80% de son budget va au social, aux personnes âgées. Alors, c'est des choses éminemment importantes pour la société. Mais comme tu le disais, c'est pas funky, quoi. Et en plus, on a des candidats qui sont pas fun. Enfin, ça manque de poésie. Enfin, je prenais l'image, on en discutait, Jérémy, cette semaine. Je prenais l'image d'un député dans Lyon qui faisait à l'ancienne Une espèce de réunion publique. réunion voilà. publique, voilà, il avait en face de lui 5 personnes dans un gymnase immense. En plus, avec le protocole oblige, ces 5 personnes étaient bien séparées de 3, 4, 5 sièges. On pourrait respecter le protocole sans difficulté. Mais là, on se dit, vendez-nous du rêve un petit peu, messieurs les élus, parce que c'est pas comme ça qu'on va attirer les électeurs. Un commentaire de Tiffaine qui prolonge ce que vous dites, Franck. Contrairement au municipal et à la présidentielle, où les électeurs savent pour qui ils peuvent voter, comment se fait-il que les candidats de ces élections-là soient si peu identifiés ? Benoît ? Moi, je vais encore vous parler de ma famille, cette fois de mon foyer. J'ai déménagé il y a 15 jours. J'habite à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. J'ai eu toutes les peines du monde à savoir dans quel canton j'avais mis les pieds. Alors j'ai dû attendre dans la boîte aux lettres de voir qui étaient les gens, parce que déjà j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur internet. J'ai cherché un... Faut le regarder sur France 3 Franche-Comté. Non, mais le découpage des cantons en ville, effectivement, il y a aussi des candidats qui se trompent et qui tractent les mauvaises rues. C'est ça aussi la réalité. J'ai eu ça à Besançon. Et j'ai eu la boîte de communication qui était chargée de distribuer des tracts qui s'est trompée de rue, quoi. Donc, moi, j'ai eu un immense moment de solitude. Je croyais que j'étais sur un canton, je reçois des tracts pour l'autre canton et j'ai douté. Enfin, alors que je connais à peu près, un peu, je me suis dit, ça y est, quoi. Même moi, j'ai été Il y a une solution. piégée. Habiter à la campagne, il y a moins de difficultés. Ouais. Les cantons sont beaucoup plus clairs dans leur délimitation. Alors, sauf que depuis 2015, les cantons ont quasiment Sont doublé immenses. de superficie, puisqu'on est passé en binôme. On élit un homme et une femme par canton. Est-ce que ça participe pas de cet éloignement et de cette dépolitisation, de ce désintérêt en faveur des départements Jean-Pierre, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Moi, déjà. je pense que oui. Et en plus, il y a une confusion pour les gens. Comment voulez-vous expliquer aux gens qu'il y a des binômes dans le cadre des départementales, que les élections régionales se font par liste départementale et que chaque liste candidate présente son binôme à la section départementale des régionales? Je veux dire, vous avez déjà perdu les 3/4 de vos interlocuteurs. Plus une tête une tête de liste régionale qui est souvent pas de notre département. On vous explique Dans que... 7 cas sur 8, ça, il n'est pas, ouais. Et puis après, il n'y a pas le même mode de scrutin. Oui. Et après, les départementales, les conseillers départementaux en secteur rural sont identifiés. Mais si on parle des régionales, qui connaît les élus au conseil régional de son département? Et quand en plus ils vont à une cérémonie, sont les seuls qui n'ont pas d'écharpe. En région Île-de-France, par exemple, ils ont une écharpe. Alors je sais qu'on a eu cette petite parenthèse amusante du groupe Rassemblement National qui a fabriqué fait faire ses ses propres écharpes, voilà. qui a égayé un peu l'actualité pendant un mois avec ça. Mais je veux dire que le conseiller régional qui va aller, par exemple, à une cérémonie patriotique, appelons ça comme ça, dans un village, rien ne permet de l'identifier, contrairement au préfet, contrairement bien sûr le préfet évidemment, mais le sénateur, le député. Le maire, là, ouais. Et donc, je veux dire, le système lui-même concourt à l'anonymat des élus. Et puis on a même, dans les inaugurations, etc., en général, il y a quand même des représentants des collectivités qui ont financé. Donc il y a le maire, il y a la Comcom, il y a le pays, etc. Des fois, il n'y a pas la région, par exemple. La responsabilité des élus est grande. Hein. Si je prends les conseillers régionaux sortants du département de Lyon, sur les 5 dernières années,
très peu rebondissaient sur les dossiers importants dont s'emparait la région. Très peu, lors du vote des budgets, avaient cette répercussion dans le département pour dire, voilà, j'ai contribué à ce débat-là. Et puis si on assiste, et on est assidu, nous, là-dessus, on assiste aux sessions du Conseil régional, très peu prennent la parole. Enfin, moi, très concrètement, si je dresse le bilan des conseillers régionaux sortants de la majorité régionale, il est proche du néant. Et c'est leur responsabilité aussi. Être élu, c'est une chose, mais derrière, il faut faire un peu le service après-vente, et il n'est pas souvent fait. On revient sur les départements, si vous voulez bien. On va regarder à quoi ressemble aujourd'hui le rapport de force en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a 6 départements gérés par des majorités de droite, 2 par des majorités de gauche. Une succession, alors c'est toujours intéressant les successions parce que ça remet en jeu beaucoup de choses. C'est dans la Nièvre avec Alain Lassus qui passe la main. Il dirigeait le département depuis 3 ans et demi. Et le départ de Patrice Joly qui était devenu entre-temps sénateur. Et puis partout ailleurs, les sortants repartent. Patrick Gendreau dans l'Yonne, François Sauvadet en Côte-d'Or, André Acari en Saône-et-Loire, Christine Bouquin dans le Doubs, Clément Pernaut dans le Jura, Frédéric Bouquet dans le territoire de Belfort et Yves Cratinger en C'est Florian Haute-Saône. Bouquet. Florian, pardon, j'ai dit quoi ? Frédéric. Ouais, c'est la fin de campagne pour tout le monde. Mais même vous ne connaissez pas son prénom. Donc voilà. Non, Florian Bouquet, je vois très bien qui c'est. Franck, un mot peut-être sur, alors pas forcément sur Lyon, mais sur la Nièvre, la bascule, il y a toujours un risque. Est-ce que le PS peut perdre ce fief ? Parce que c'est quand même un fief, la Nièvre. Oui, c'est quand même un fief. Voilà, je crois que c'est depuis 77 ans qu'il n'y a pas eu de modification de majorité, de changement de majorité au sein de la Nièvre. Je connais un petit peu, j'y ai travaillé il y a quelques années. Il y a un précédent, c'est 2014, élection de Thuriot à Nevers, qui a été un frémissement dans l'histoire politique locale. Et l'alliance d'hiver-droite avec les proches du maire de Nevers et président de l'agglo espère revivre ce qu'a su faire Thuriot à Nevers. Ça paraît encore compliqué, même si la gauche est désunie, elle avance en ordre dispersé. Il va sans doute y avoir des fissures, il va sans doute y avoir des cantons qui vont basculer, mais logiquement, je ne vois pas ce département changer de majorité. Et dans Lyon ? Dans Lyon, c'est l'effet inverse. C'est une terre de droite, éminemment de droite. La majorité présidée par Patrick Gendreau depuis 2017 avait 36 sièges de mémoire sur les 42. Donc autant dire que la gauche n'existe pas. Cette année, petit frémissement au niveau départemental, puisque contrairement au régional, la gauche avance unie. Ils se sont entendus sur un programme commun, mais globalement, il n'y aura pas de surprise non plus. La droite va repasser. Benoît, pareil, permanence à attendre pour la Saône-et-Loire ? La Saône-et-Loire, a priori, il y a peu de chances que ça bouge. Quand on prend l'opposition de gauche, qui aujourd'hui n'est même pas présente dans tous les cantons du département, qui dit mollement, oui, mathématiquement, on peut quand même gagner. On a un président d'hiver-droite qui est sans étiquette d'hiver-droite, qui nous fait un peu du Macron, quasiment ni de droite ni de gauche. En même temps, il nous fait du Sarkozy avec l'ouverture, parce qu'il y a des élus sortants de gauche qu'on dit, nous, si on est réélu, on veut travailler avec André Acari. Donc, on est en train de gommer tout ce qui est un peu politique. Et André Acari, qui en plus a plutôt un beau bilan, qui a sorti ses centres de santé, ses médecins salariés par le département. C'est pris en exemple par beaucoup de concurrents à droite dans les autres départements. C'est vraiment, il a réussi un coup avec ça, et même la gauche a salué ce coup. Et moi, je serais très surpris que ça bouge en Saône-et-Loire, vraiment très surpris. Catherine, un mot sur les départementales. Nous, en Franche-Comté, en tout cas, sur les 4 départements, c'est vraiment la Haute-Saône qui focalise un peu l'intérêt médiatique. Oui, parce que les 3 autres départements sont à droite. Ils ont basculé en 2015, de gauche à droite, et les majorités sont assez confortables, voire très confortables, quand il n'y a pas des majorités qui ont été confortées justement par des transfuges, par un mercato politique de représentants du camp en face qui, ont glissé dans la majorité départementale. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, les départementales. C'est passionnant, et notamment en Haute-Saône. Pourquoi ? Parce que, on va dire merci à Alain Chrétien, le sénateur Les Républicains. Alain Joyandet, voilà. Mais justement, merci à Alain Chrétien aussi. Alain Chrétien aussi, pourquoi pas, on peut aussi le remercier. Parce que, en fait, Alain
Joyandet, le sénateur LR de Haute-Saône, a relancé l'intérêt dans le département pour ces C'est-à-dire que départementales. c'est un des seuls opposants qui a dit « Moi, je suis candidat pour prendre la présidence qui n'est pas de mon parti politique. Oui. Voici mes candidats dans chacun des cantons. Oui. C'est parce que ailleurs, on ne sait pas. Enfin, je sais pas. c'est flou. Voilà, C'est flou. Personne ne s'affiche comme président candidat en cas de victoire et de bascule des départements. Les deux candidats RN de Haute-Saône et du Doubs ont fait la même chose. Alors justement sur le Alors, RN. Attendez, je voulais finir quand même sur Alors Haute-Saône. vite, Catherine. On va pas le faire en feuilleton comme ça jusqu'à la fin du débat. Il faut bien voir que donc c'est la première fois que les deux hommes forts du département s'affrontent. Donc Alain Joyandet de droite, Yves Crattinger, maintenant d'hiver gauche, ex-socialiste. Jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans qu'ils sont tous les deux sur le C'est département. un duel qui fleure bon la fin des années 90, le début des années 2000, oui. Oui, parce qu'il y en a un qui est entré en politique en 88, l'autre en 89. Donc c'est voilà. Et Alain Joyandet reproche à Yves Crattinger d'être au département depuis plus de 20 ans. Il l'attaque pas trop sur son âge parce que Yves Crattinger a 72 ans, lui il n'en a que 5 de moins. Donc je pense qu'il est prudent sur ce chapitre-là. Et malgré tout, Alain Joyandet donc a voulu montrer qu'il était jeune, dynamique, etc. Il se montre très agressif dans cette campagne. On l'a vu dans le débat sur France 3. Alors, je ne sais pas si cette agressivité va plaire aux électeurs ou pas. Est-ce que les électeurs veulent encore ce genre, justement, de façon de faire de la politique qui date un peu, qui est très rentre-dedans, excusez-moi pour l'expression. Et puis, alors, il était très, très sarkozyste. Et là, il nous en parle pas trop de Sarkozy durant cette campagne. Il faut dire aussi que Sarkozy passe régulièrement devant la justice. Il y a un procès en ce moment, oui. Pardon, voilà. Un mot du mode de scrutin. Pour se qualifier au deuxième tour, il faut faire 12,5 des inscrits. En cas de forte abstention, on prend seulement les deux premiers. Est-ce que ça peut pas favoriser quelques surprises? Et puis peut-être aussi des élections de binôme RN. Il y en avait eu un dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. C'était chez vous, Franck, dans Lyon, en Villeneuve-sur-Yonne. Oui. Ça, voilà. Il a bien révisé ses fiches. Et oui, c'est pas mon terrain de jeu a priori. Est-ce que vous attendez enfin plus d'élus RN dans les conseils départementaux? Le RN qui fait toujours Pourquoi vous dites enfin? Parce qu'ils font des bons scores, mais ils n'ont jamais d'élus du fait du mode de scrutin. Alors, c'est évident que comme il faut faire 12,5% des inscrits pour être présent au deuxième tour, comme il y aura relativement peu de participants à ces élections, ça veut dire qu'il faudra faire des scores très élevés en termes de voix. Ça, c'est la première chose. Donc, on s'attend plus à des duels qu'à des triangulaires, alors que d'habitude, dans des départementales, il y a des triangulaires. Et là, ce qui est important, c'est comme dans beaucoup de cantons, moi j'ai compté, il y en a 49 sur les 62 en Franche-Comté, le RN était arrivé s'était qualifié pour le second tour. Là, le principal, c'est d'arriver deuxième. Un peu comme l'élection présidentielle. Ouais. Il faut arriver ou premier ou deuxième. Avoir une chance. Franck, sur Lyon, alors Lyon est une terre qui vote comme la Haute-Saône, du reste. C'est les deux départements qui votent le plus FN en BFC. Pareil, vous attendez à des élections de candidats RN Alors, c'est difficilement lisible, le scrutin départemental, je l'accorde. La certitude, c'est qu'effectivement, le RN fait des scores importants. On l'a vu sur les précédents scrutins. Il est en progression dans Lyon. Il est arrivé sur les dernières régionales. Même au second tour, c'était le RN qui était en tête. Mais il y a toujours cette marche qu'il a du mal à franchir, en fait. Ça tient souvent au profil des candidats, pas du tout connus, qui font assez peu campagne. Souvent sur leur track d'ailleurs c'est Marine Le Pen que l'on voit, mais comme un peu partout. Et eux, c'est tout juste si ils acceptent qu'on puisse les rencontrer et les présenter. Certains refusent parfois. On a eu en 2015 effectivement un canton qui a basculé au RN, mais ça n'a pas duré très longtemps puisque le binôme, il y en a un qui a quitté rapidement le Front National à l'époque, et puis l'autre élu ne s'est jamais présenté, n'a jamais siégé au. Donc il y a eu une partielle, je crois, c'est ça? Voilà, il y a eu une partielle et puis ça a rebasculé du côté de divers droite. Donc c'est très compliqué. Et puis l'abstention, globalement, ça ne fait pas le jeu du RN, très concrètement. Et puis là, on voit, il y a un autre... Alors, Julien Audoul est de Lyon, et il a ce côté où il accapare tout. Quand il a présenté tous ses candidats pour les départementales dans Lyon, c'est tout juste si les candidats
parlait, c'est Julien Audoul qui prenait la parole, qui les présentait, qui nationalisait le débat. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas être partout, Julien Audoul. Il ne peut pas être sur les plateaux télé à Paris, il ne peut pas faire campagne pour les régionales et puis être offensif sur les départementales. On l'a vu sur les municipales, il était candidat à Sens. Il avait labouré le terrain, pourtant on l'a vu venir de loin sur les municipales, mais il a fait un mauvais score parce que il a tendance à être partout et puis finalement nulle part à la fois. Et Franck, vous me faites une merveilleuse passe décisive. Vous aviez dit qu'on parlait beaucoup foot en ce moment. On va passer au régional avec Julien Audoul, qui est un des favoris de ce scrutin. Jean-Pierre, elle vous a intéressé, cette campagne des régionales ? Un peu plus que celle des départementales, oui. Juste pour rebondir, il y a aussi une difficulté du Rassemblement national, c'est le décalage qu'il y a entre la masse de l'électorat et les gens qui sont prêts à s'assumer comme candidats et à aller, j'allais dire, faire cet outing éventuellement vis-à-vis de leur famille et leurs amis. Alors, autant au régional, vous avez une bonne tête de liste, personne ne va trop regarder qui est le 20e, le 25e. Mais quand vous faites des binômes au départemental, là, il y a une vraie focalisation et ça peut poser, effectivement, expliquer en partie. Alors, pour revenir à votre question... oui, c'est intéressant parce que la différence, c'est que les régionales sont devenues une élection politique. C'est-à-dire que, bon, les compétences, tout ça, faut être clair. Bon, les gens s'intéressent aux mobilités, ils s'intéressent au lycée, mais la campagne, elle est d'abord tout à fait politique. Et cette année, en plus, elle intervient en tour de chauffe avant les présidentielles. Donc, il y a l'aspect, j'allais dire, western politique, qui fait que peut-être ça attire plus l'attention. Et comme il y a des régions... Bon, un président de région, ça n'est pas n'importe quoi. Ça vaut un ministère ou un secrétariat d'État. La preuve, vous avez quand même d'anciens ministres qui dirigent des régions. Vous avez 3 présidents de région qui peuvent être éventuellement candidats à l'élection présidentielle. Ouais. Donc, j'allais dire, l'intérêt, il est peut-être plus fort pour ça aussi. Alors, Julien Audoul, sa campagne a été émaillée de multiples pots de banane. On va lui dire merci. Merci oui, ça a animé sa campagne et la campagne. Ou merci à ses troupes qui lui ont glissé de multiples pots de banane. Est-ce que, Benoît, vous avez souvenir d'une telle campagne d'auto-sabordage ? Déjà, je n'ai pas l'âge respectable de Jean-Pierre Thenot, donc... Notre maître à tous. Non, parce que moi, je te dirais qu'on voit exploser le Rassemblement, enfin le Front National, après l'élection, mais je pense que c'est la première fois où on le voit exploser avant l'élection. Oui, c'est ce qui est incroyable, c'est que toutes ces boules puantes que lui qualifie de boules puantes qui ont été sorties pendant la campagne, alors... Il y a l'histoire de cette vidéo où on le voit nu, où il était mannequin de charme, qui finalement pas bien grave, hein, qui n'auront choqué que ses amis qui voulaient que ça choque. Cette histoire un peu curieuse d'emploi fictif, cet enregistrement où il aurait ironisé sur le suicide des agriculteurs. Tout ça, ça vient de son camp. Et tout ça, les journalistes l'ont reçu par des gens qui ont travaillé avec Julien Audoul, qui étaient parfois assis pendant 5 ans à côté de Julien Audoul. Et ce n'est pas, comme il le prétend lui, le système qui s'attaque à un candidat FN en position de gagner. Si par le système, vous voulez dire le système médiatique, non. Nous, ça nous... Et notamment Libération, qui a sorti plusieurs de ces boules puantes. Ça vient de l'intérieur, c'est ça que je veux dire. Ça nous tombait dans les mains, et ça nous tombait dans les mains de gens qui ont intérêt à ce que Marine Le Pen remporte l'élection présidentielle. Donc non, moi, j'ai jamais vu ça que un candidat qui a une chance de gagner, parce que c'est le cas pour Julien Audoul, soit sabordé comme ça de l'intérieur. Quand on est observateur, ça nous fait un peu sourire, parce que oui, merci en tout cas aux amis de Julien Audoul, parce que ça a donné un peu de rythme à cette campagne, ça a permis de savoir qu'il y avait des régionales. Ce qui est extrêmement malsain dans cette histoire, prenons le suicide des agriculteurs. C'est dit dans une réunion de groupe en 2019. Vous avez des conseillers régionaux RN qui enregistrent. S'ils sont choqués, pourquoi ils ne sont pas choqués en 2019 ? Pourquoi ils attendent 2 ans de voir Parce s'ils ont que la pas pris vengeance quelle est leur est un place ? plat qui se mange froid, Jean-Pierre, je crois. Ce que je veux dire, c'est que c'est complètement malsain et j'allais dire, pour reprendre votre formule, le fruit est vraiment pourri de l'intérieur.
Il y a aussi autre chose. Je voudrais pas avoir l'air de prendre la défense de Julien Audoul, mais c'est vrai que... Mais alors, Catherine, plusieurs journalistes, notamment sur l'histoire de l'emploi fictif, puisque c'est sorti, il y a eu une information au procureur à l'initiative de plusieurs conseillers régionaux du FN, et les journalistes ont dit, la personne qui est pointée du doigt, en fait, elle a travaillé, elle nous a envoyé des mails à nous journalistes. Donc On voilà. a tous eu des échanges Voilà. avec elle. Donc vas-y, continue. Donc c'est juste être honnête et faire notre métier. Oui, non, mais tout à fait. Mais moi, ce qui m'a gêné quand on a entendu et vu la vidéo de charme dont Benoît parlait, cette vidéo, on la connaît depuis des années. Donc elle sort là fort opportunément pour gêner. Et derrière, il y avait un petit parfum anti-homosexuel qui, moi, m'a pas plu. Ça m'a vraiment beaucoup gêné. En revanche, il y a des choses qui sont très mal passées dans le groupe Rassemblement National à la région, puisque moi, j'ai quand même fait des interviews de 12 personnes, dont 10 anti, plus Julien Audoul et Jacques Richardetti, qui disent que cet homme a un comportement de manager, d'animation de groupe, etc., extrêmement négatif, parce qu'il décide tout seul et qu'il n'en fait pas part. Et puis, je voudrais quand même aussi rappeler, là, on va quand même pas se focaliser sur l'histoire du suicide de l'agriculteur, parce que je pense que si jamais on était enregistré à notre insu dans, je sais pas, dans une salle Oui, ça sera un massacre. Ça de sera un rédaction massacre, ou dans une salle de garde à l'hôpital ou chez les pompiers, ce serait à peu près pareil. Mais surtout, là où je trouve que la plus grosse erreur qui a été commise, c'est l'histoire de la tête de liste du département du territoire de Belfort. Ils pensent faire un coup politique, un coup médiatique, en mettant un homme d'origine algérienne à la tête de son département. Il s'appelle Kamel Agag Boujalat, voilà. Et en fait, après, 2 jours plus tard, monsieur en question nous dit « J'ai voulu infiltrer le Rassemblement National. Je ne suis pas de ce côté-là. » C'est en fait un espèce de cheval de Troie. Ça, je trouve que politiquement, c'est inconcevable. Franck, est-ce que toutes ces affaires qui, effectivement, que nous, on a relayées parce que c'était l'actualité, ça va lui porter préjudice dans les urnes, selon vous ? Je pense pas, parce que son électorat se moque et justement utilise ces polémiques pour faire le jeu de la victimisation. Et puis Julien Audoul l'a fait très bien. Il a exploité cela. Il était plutôt à l'aise, même si c'est un très bon orateur. On l'a encore vu dans le débat la semaine dernière, oui. Mais il sait faire. Et puis c'est le premier à habituellement susciter la polémique. Mais derrière tout ça, c'est la personnalité de Julien Audoul qui est intéressante. Parce que ça sort pas de nulle part, tout cela. Il faut remonter sur je dirais presque l'intronisation de Julien Audoul à la tête du RN en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut rappeler l'épisode du départ de Sophie Montel, merci, qui a créé des crispations, qui déjà avait divisé ce groupe. Il y avait, et c'était surtout d'ailleurs plus en Franche-Comté qu'en Bourgogne, il y avait des élus RN de Franche-Comté qui n'ont pas accepté l'arrivée de Julien Audoul et qui ont un peu gardé ça sous le coude. L'enregistrement en 2019, voilà, clairement, aujourd'hui, oui. c'est un peu le résultat de tout cela. Julien Audoul est quelqu'un une personne dure, quelqu'un qui impose les choses, quelqu'un qui décide seul. Il y avait, je crois, un élu RN qui disait il a voulu imposer, dans la construction de la liste RN pour les régionales, il a voulu imposer des gens qui ne sont pas de chez nous, qui ne sont pas des locaux. Mais Julien Audoul, c'est cela. Et qui n'était même pas forcément du Rassemblement National 3 mois avant. Quoi. Exactement. Quand je vous disais tout à l'heure, quand il présentait les candidats au départemental dans Lyon, que c'était Julien Audoul qui pilotait tout, qui parlait presque à leur place, ça en dit long sur le personnage, et ça renvoie à est-ce qu'un profil comme celui-là peut être président d'une région comme la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Pour répondre directement à la question, en revanche, l'électorat RN n'est pas du tout réceptif à toutes ces polémiques. Autre évidemment. candidat à la présidence, c'est Gilles Platré, candidat Les Républicains. Il fait campagne quasiment sur les mêmes thématiques que Julien Audoul. La droite qui se droitise. Alors, il y a l'alliance avec Debout la France qui a un peu marqué le début de campagne à droite. Jean-Pierre Tenoux, est-ce que c'est une bonne stratégie ? C'est celle qu'il a adoptée. C'est le résultat qui dira si elle est bonne ou pas bonne. Bon, déjà, la nature de Gilles Platré est d'être à l'aile droite de son mouvement politique. C'était le porte-parole de Laurent Wauquiez. Il n'y a rien de très surprenant. En matière il y a eu l'affaire des menus des cantines, il y a eu un certain nombre de choses qui sont allées en justice. Donc, il est constant là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a quand même un risque à cette stratégie, c'est que ça pousse vers La République En Marche des gens de centre-droit qui ne s'y retrouvent plus. Ce qui gagne
à droite, il le perd au centre. C'est droit. difficile de le chiffrer ou de l'estimer, mais je pense que, bon, effectivement, l'alliance avec Debout la France a été un petit révélateur avec l'UDI, enfin je dirais plutôt avec une partie de l'UDI, parce que ça a surtout été en Côte d'Or et un peu en Saône-et-Loire, je trouve. Beaucoup en Saône-et-Loire. Enfin, Oui. Benoît peut nous en parler. On retrouve l'ancien patron départemental de l'UDI. Il est sur la liste de Denis Turriot. Oui, alors il y avait déjà des précédents avec Gilles Plattray. Hein. L'UDI de Saône-et-Loire et Gilles Plattray, c'était pas possible. Mais Gilles Plattray, lui, assume cette ligne qui est vraiment... Il joue des coudes avec Julien Audoul, ils sont sur les mêmes thématiques, sécurité, les éoliennes. C'est tous les deux bons orateurs, hein, c'est deux bons candidats. Mais s'il y en a un qui doit se frotter les mains, et il y en a un qui a pas manqué de relayer toutes les polémiques qui étaient autour de Julien Audoul, c'est Gilles Plattray, parce qu'il vise le même électorat. Lui ne veut pas... vous avez des régions où La République En Marche et LR travaillent ensemble. Il est impensable d'imaginer Gilles Plattray travailler avec Denis Turriot. Il a vraiment choisi son couloir. Ça va être compliqué, surtout que Gilles Plattray, lui, n'est pas prêt à tendre la main à Julien Audoul au second tour. Alors, il l'a dit et répété, Il l'a il dit aura et répété. la liste du premier tour sera la liste du deuxième tour. Est-ce que là, on a l'impression, déjà le dernier coup, la droite aurait pu l'emporter en Bourgogne-Franche-Comté. Ça ne l'a pas fait. Et là, on a l'impression que le risque, c'est de rebuter encore une nouvelle fois et de ne pas réussir à reprendre cette région. Oui, Catherine ? Oui, la droite aurait pu l'emporter donc il y a 5-6 ans si elle avait tendu la main à Debout la France, qui avait une liste avec M. Thiébaut qui avait fait 5,6% Ouais, et plus de qui a 5%. été vraiment balayé d'un revers de main. Mais par c'était monsieur un UDI à l'époque, la tête de liste. Voilà, c'était M. Sauvadet qui était tête de liste. Là, on voit bien qu'avec donc Gilles Plattray, quand il a donc intégré des Debout la France qui sont d'anciens Front National sur sa liste, il y a une partie de ces militants qui ont démissionné des partis politiques quand même. Les parlementaires centristes en Bourgogne-Franche-Comté ne voulaient pas de lui au départ. Et ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que cette alliance entre Gilles Plattray et Debout la France, dont Nicolas Dupont-Aignan quand même voulait être le Premier ministre de Marine Le Pen au cas où celle-ci gagne la présidentielle, cet accord entre Gilles Plattray et Debout la France a fait beaucoup moins de bruit nationalement que la tentative de main tendue de Renaud Muselier des Républicains à La République En Marche. Là, moi, ça m'interroge. Ça m'interroge sur l'idéologie, sur le leadership des uns et des autres. Beaucoup. Mais quand Gilles Plattray reprend, comme le dit Catherine, l'argument de 2015 et des 5% effectivement de Maxime Thiébaut, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas eu d'alliance avec le Front National. Si on se remet chronologiquement, C'était plus logique. là on était sur des souverainistes de droite. Il n'y avait pas, comment dirais-je, Fréquentable. cette marque satanique, si j'ose dire, qui se promenait en arrière-fond. Donc, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile, effectivement, d'assumer un tel accord que ça n'était en 2015. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est affiché avec Nicolas Dupont-Aignan. Hein, Gilles Plattray, il a assumé, il a fait venir Nicolas Dupont-Aignan dans la Nièvre, en Saône-et-Loire, pendant la campagne. Est-ce que c'est enfin la droite s'assume à droite? Parce que souvent, il y avait on n'assume pas, il y a la droite honteuse. Voilà. L'aile droite de Et la droite, en fait. Hein. C'est ça. Mais au début, chez les Républicains, on disait... moi, j'avais appelé Christian Jacob après l'annonce de l'Alliance, qui disait non, c'est un accord purement local, on se mêle pas trop de ça. Christian Jacob, il a fini par venir en Bourgogne-Franche-Comté pour soutenir Gilles Plattray. On en parle beaucoup moins au niveau national, mais ça va être un test pour la droite, pour voir si... cette alliance avec Debout la France, elle peut donner quelque chose. Et Gilles Plattray, je pense qu'il espère aussi que Denis Turriot, selon la configuration au second tour, pourquoi pas se retire du second tour. Alors on verra si c'est possible. Et il prendra pas tout l'électorat de Turriot, mais s'il peut en récolter un peu au passage aussi, la Bourgogne-Franche-Comté permet de tester une autre façon de voir la droite. En même temps, les sondages nous disent que Gilles Plattray, entre le premier et le deuxième tour, n'a aucune réserve de voix. Ouais, Quel c'est que sûr. soit le cas de figure. Il reste toujours au même pourcentage. On passe à l'une des autres grandes favorites de ce scrutin, c'est la sortante, c'est Marie-Guilde Dufay. Franck, quel regard on a dans Lyon sur la présidente sortante? Est-ce que on parle beaucoup de primo-sortants pour ces régionales? Est-ce qu'elle va en bénéficier également? Je pense que d'une manière générale, les sortants majoritairement profitent de leur bilan. Dans le cas de Marie-Guilde Dufay, il y a quand même un élément clé, je pense, dans le bilan de son mandat.
c'est la gestion de la crise sanitaire. Et Marie Dufay était connue, très bien connue, on en parlait en préambule en Franche-Comté. En Bourgogne, c'est moins évident. Dans l'Yonne, c'était un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous êtes les plus éloignés. Voilà. Et alors, elle avait un relais, qui s'appelle Nicolas Soret, le maire de Joigny aujourd'hui. Qui est son directeur de campagne. Voilà, son directeur de campagne, dont on dit qu'il pourrait occuper la fonction de premier vice-président en cas de réélection. Elle avait moins de relais parce qu'elle a perdu des relais comme Jean-Yves Collet sur Avallon, Guy Ferrez à Auxerre. Mais elle a porté une attention particulière à Lyon. On l'a beaucoup plus vu ces 2 dernières années. Alors, avec forcément, l'élection approchant, il fallait qu'elle ait ce regard-là. Elle a eu un regard intéressant sur la ville de Sens, qui est dirigée par Marie-Louise Faure, à droite, ancienne députée LR. Et toutes les deux ont travaillé sur des dossiers importants. Donc, il y a eu une vraie stratégie de reconquête. Et elle a une image qui me semble plutôt positif. Elle connaît bien ses dossiers, donc quand elle vient dans Lyon, elle connaît le territoire de Lyon et ses singularités. Benoît, que pensez-vous de sa campagne? Est-ce qu'elle ne fait pas une campagne peut-être plus à gauche que sa politique lors du dernier mandat? Alors, sa politique, c'est pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est que Marie-Guilde Dufay, à sa gauche, on lui répète en permanence: en 2017, vous avez voté Emmanuel Macron, vous avez dit que vous voterez Emmanuel Macron. Et là, Marie-Guilde Dufay, qui veut rassembler la gauche au second tour, elle donne des gages à la gauche. Et elle est obligée de le faire. Et puis, elle fait... C'est un repositionnement sincère ou c'est stratégique? Je ne suis pas dans la tête de Marie-Guilde Dufay, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Marie-Guilde Dufay est une femme de gauche, mais Marie-Guilde Dufay a vraiment cru en 2017 à Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui dans la politique du gouvernement qu'elle peut accepter. Elle joue sur les 2 tableaux, mais elle pourra pas jouer jusqu'au bout sur les 2 tableaux. Donc là, elle a choisi vraiment d'affirmer son côté de gauche. Moi, je vois mal un second tour où, avec un gigantesque front républicain, où l'ensemble de la gauche, les écolos, le temps des cerises et Denis Turriot soit contre Julien Doul. Moi, j'ai du mal à imaginer ça. Je pense que Marie-Guilde Dufay, elle a choisi. Je serai une présidente de gauche, c'est ce qu'elle nous dit. Alors, vous parlez de Denis Turriot. Est-ce que, alors ça a été le 4e homme peut-être éphémère, est-ce qu'il peut encore créer la surprise, Jean-Pierre? C'est le candidat dont tout le monde attend qu'il se retire. Non mais c'est vrai. C'est le paradoxe dans lequel il est. C'est terrible de le dire comme ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, mais les sondages, l'ont crédité de mémoire autour de 16-18, quelque chose comme ça. Ce qu'on ne voit pas dans la campagne de Denis Turriot, c'est avec qui... on voit très bien qu'il peut se maintenir, très probablement se maintenir. Je rappelle la règle, au-dessus de 10, on peut se maintenir au second tour. Au-dessus de 5, on peut fusionner avec une des listes qui a fait plus de 10. Mais on peut aussi se retirer. Voilà. Mais on ne voit pas... se maintenir, c'est une stratégie, une quadrangulaire. Mais la quadrangulaire, elle est risquée en fonction du score du Rassemblement national. La quadrangulaire est plus favorable au Front national qu'une triangulaire, évidemment. Oui, puisque la possibilité d'arriver en tête quand les votes sont répartis entre 4 candidats est statistiquement plus importante que sur 3. Donc il y a un risque politique. Moi, je ne vois pas comment, à partir du moment où Emmanuel Macron va faire sa campagne présidentielle en partie sur l'opposition à Marine Le Pen à l'extrême droite. Je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut, quelques mois avant, avoir son propre parti dont l'attitude au 2e tour permettrait à une région de basculer à l'extrême droite. Donc je pense que le sort de Denis Turriot, il ne dépend pas que de Denis Turriot. Et le sort de Denis Turriot, il dépend de ce qu'on lui dira de faire. Que Paris va le débrancher, c'est ça? À un moment, on va lui dire il faut se retirer parce que sinon, il y a un risque. Je pense que Marie-Guilde Dufay ferait volontiers une alliance avec des macronistes. Sauf que le positionnement de sa liste très à gauche, le fait qu'elle ait besoin... Avec des communistes, on le rappelle? Avec les communistes. Le fait qu'elle ait besoin des Verts, évidemment, comme d'habitude, mais elle en a plus que besoin, elle en a envie, c'est autre chose. Et éventuellement... imaginez les cerises, comme on dit, à plus de 5%. Je veux dire, tout ça est absolument incompatible avec une quelconque alliance, même à des contreparties à Denis Turriot. Le premier sondage, d'ailleurs, qui a testé le retrait de Denis Turriot, c'était un sondage qui était publié par La République En Marche. Et qui à Paris.
à Paris. On a échangé là-dessus. Donc, Oui, on a voilà. échangé là-dessus, mais Ça nous ça- a tous interrogés, Mais effectivement. ça a fuité, et quand on interrogeait dans nos journaux avec Jean-Pierre, puisqu'on est cousin, Denis Thuriot, il y a quelques jours, quand on lui posait cette question du retrait, il ne disait plus non, écoutez, moi je suis en campagne pour gagner, comme tout le monde. Là, il nous dit, je saurais être intelligent. Il dit pas, je vais me retirer, mais il ouvre des portes. Alors Benoît, il vous l'a dit à vous, il l'a dit aussi sur le plateau là quand on a fait le débat la semaine dernière. Vous avez reparlé de ça avec lui, peut-être plus à tête reposée. Vous la comprenez comment cette phrase ? Je saurais être intelligent. Je pense que c'est ce que Jean-Pierre a dit, c'est que Denis Thuriot n'est pas le seul à décider de ce qu'il devra faire au second tour, et que être intelligent, c'est peut-être empêcher le Rassemblement national de l'emporter. Et puis, Jean-Pierre l'a dit, Marguerite Dufay ne pourra pas faire alliance et avec la gauche et avec Après, la République en marche. Juste une toute petite chose. La déclaration de Denis Thuriot, elle est politiquement catastrophique. C'est le type qui dit « je ne sais pas ce que je vais faire, je vais voir, je vais essayer d'être intelligent ». Je veux dire, comme winner, dans une campagne électorale, on voit mieux quand même. Catherine, est-ce que des alliances de Marguerite Dufay dépend l'issue du scrutin ? Ah, tout à fait. Mais elle est partie dès le premier tour avec le PC. Donc, si elle part avec le PC et qu'elle tend la main à la République En Marche, elle perdra le PC, qui a négocié fort cher son soutien dès le premier tour. Et c'est peut-être le PC qui a fait le bon calcul. Mais quand on dit elle est de gauche ou pas de gauche, oui, mais j'ai envie de dire quelle gauche ? Parce que là, j'ai l'impression que moins il y a d'électeurs de gauche, plus il y a des partis de gauche qui naissent et qui se créent, et qui, etc. Moi, j'étais obligée de me faire des fiches pour savoir qui était avec qui, tellement c'est devenu compliqué, y compris d'ailleurs pour les Mais là, départementales. Stéphanie Mode, Bastien Faudot, c'est purement et simplement des réserves de voix pour Marguerite Dufay ? C'est aussi simple que ça ? Non, c'est pas ça, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que quand elle n'était présidente que de la Franche-Comté, Elle gouvernait avec les Verts. elle gouvernait avec les Verts. Et François Patria gouvernait avec le PC. Oui, mais Non, mais on Tout à fait, oui, oui. Marguerite Dufay est la plus grosse catastrophe qui puisse arriver à Stéphanie Mode. Reprenez les scrutins précédents. Comme elle a elle-même Stéphanie Mode, c'est la candidate d'Europe Écologie Les Verts. Comme Marguerite Dufay a elle-même une image, Mais dire, c'est- d'écologiste d'une certaine manière. Tout à fait. Prenez 2010. Tout le monde attendait les Verts au-dessus de 10%, c'était 9. Bon, je ne parle pas de la catastrophe de 2015 pour les Verts, mais les gens la voient comme une écologiste pragmatique et la sèche en grande partie l'électorat d'Europe Écologie Les Verts. Et puis elle a eu une chance énorme. C'est durant cette mandature d'avoir une majorité aussi courte. 51 conseillers régionaux dans sa majorité, qui va pendant plusieurs années, donc surtout depuis la création donc d'Emmanuel Macron. On peut parler des créations d'Emmanuel Macron, qui va de la gauche. Oui, elle a des mélanchonistes et des marcheurs. Et des dans macronistes. Donc elle a montré qu'elle était capable de faire le grand écart. Et pourquoi elle est repartie ? Parce qu'il y avait qu'elle qui pouvait repartir dans une configuration politique extrêmement compliquée. Et peut-être justement partir avec des alliages qui ressemblent des fois un peu à la carpe et le lapin. Franck, sur les alliances au soir de dimanche soir, ça va tout déterminer finalement ? Moi, j'ai suivi avec attention le débat que vous avez organisé avec tous les candidats. On a vu, il y a eu des appels Oui, c'était drôle, on a joué les marieurs. Voilà, on a vu que les lignes ont déjà commencé à bouger. Donc la stratégie de Marguerite Dufay, qui consiste à regarder sur sa gauche, je pense qu'elle est la bonne. On parlait de Thuriot pour La République En Marche, mais c'est une candidature qui est presque morte-née, parce que le choix de Thuriot, c'est quelqu'un d'éminemment respectable. Ce qu'il a fait à Nevers, politiquement, ça témoigne de quelqu'un qui est intelligent. Et effectivement, je crois qu'il sera suffisamment intelligent pour tirer le leçon de ce premier tour. Mais Denis Thuriot, il n'est pas connu en Franche-Comté. On parle de l'élection Bourgogne-Franche-Comté. Et par conséquent, je pense que la stratégie consiste à Marguerite Dufay, la sortante, avec le bilan de son mandat, de regarder sur sa gauche. Et puis effectivement, de cette candidature La République En Marche qui a fait long feu d'ores et déjà, avant même que le scrutin ait lieu. Je pense que c'est un bon calcul pour la sortante. Et puis et Denis Thuriot qui est là pour apprendre, en gros, très concrètement. Très rapidement, à chacun, un dernier tour de table. Qui sera le prochain président de la région ? Ah, ça, c'est une question vache. Ah ouais, je sais. Allez, la prime à la sortante. Catherine ? Pareil, prime à la sortante. Benoît ? Bien que faire barrage au RN, c'est jamais été Un programme. un programme Benoît, politique. si vous deviez mettre un billet ? Si je devais mettre un très gros billet, donc que je ne veux pas prendre de risque, Marguerite Dufay. Jean-Pierre ? Marguerite Dufay, mais
Ouais, vous êtes mais. On restera sur ce mais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Lisez la presse quotidienne, regardez la télé régionale et très bonne campagne à tous.